Je vais commencer. Donc, je vous souhaite un bonjour à toutes et à tous et à bienvenue. Et merci donc de votre participation à ce 10e webinaire du CRESEM qu'on a commencé il y a un peu moins d'un an. Et donc, aujourd'hui, ce webinaire est consacré à la démarche du projet Live Artisan, porté par l'Office français de la biodiversité. Donc, artisan signifiant accroître la résilience des territoires au changement climatique par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Voilà, donc là, on l'illustrera plus particulièrement aujourd'hui par le site démonstrateur du bassin versant du Néal, qui est donc situé en Ille-et-Vilaine, où un projet de restauration de milieux aquatiques est porté par la communauté de communes de Saint-Mamme-Montauban, dont Antoine Miaga, qui je crois doit être connecté ou sous peu, est chargé de mission au milieu aquatique. Et ceci en partenariat avec le Forum des Marais Atlantiques, donc suivi par Armel Dos et Oriana Garcia, et aussi avec l'Université de Rennes 2. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de rendre plus spécifiquement compte de cette collaboration scientifique portée par Florian Guillard et Simon Dufour de l'Université de Rennes pour la réalisation d'un diagnostic territorial et social sur le bassin versant concerné. Donc cette présentation, elle va se faire à deux voix. Et donc, je remercie très chaleureusement les deux intervenants qui nous accueillons aujourd'hui. Donc, Antoine Leroux, qui est chef de projet donc SAFEN à l'Agence bretonne de la biodiversité et qui interviendra donc en première partie pour présenter globalement le projet artisan dans toutes ses dimensions au niveau national et régional. Et Simon Dufour, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 2, donc au département géographie et aménagement d'espace, ULMR LETG, qui exposera l'approche d'enquête et de dialogue qu'ils ont menée auprès des acteurs et habitants, donc ça dans la phase amont du projet, et ce pour accompagner le diagnostic technique des actions des restaurations qui sont envisagées sur le bassin du Néal. Donc, à l'issue de la présentation qui de 30-40 minutes, nous aurons donc un temps d'échange jusqu'à 15 heures. Donc, vous pourrez poser directement vos questions oralement en levant la main, ou sinon, vous pouvez les poser aussi par écrit tout au long de l'exposé dans le chat. Et on pourra aussi les reprendre avec vous. Vous pourrez prendre la main, les redire à l'oral si besoin. Et puis, il ne faudra pas hésiter non plus, il n'y a pas forcément que des questions. Si vous avez envie d'apporter vos témoignages par rapport à des actions ou des situations similaires que vous vivez sur vos territoires ou dans vos projets, il ne faudra pas hésiter non plus. Donc, un petit rappel, le webinaire est enregistré. Donc, merci de bien couper vos micros. Je crois que c'est le cas pour tous, a priori, oui, tous là. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Antoine, qui a directement la main pour faire son exposé et passer les diapos. Merci Super. beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Josette pour cette introduction. Donc, effectivement, dans le cadre de ce webinaire, je vais revenir tout d'abord un peu sur le concept de solutions fondées sur la nature et en particulier les SAFN. Et puis, je vous présenterai dans son ensemble le programme artisan, le projet artisan, avant qu'on fasse un focus plus spécifiquement sur le site pilote du Néal. Donc, juste deux mots sur l'Agence bretonne de la biodiversité. Donc, c'est un établissement public de coopération environnementale pour lequel je travaille depuis maintenant un an. Il a été lancé en 2020 sous l'égide de la région Bretagne, l'Office français de la biodiversité et l'ADREAL. Et donc, nous, on a vraiment une mission de catalyseur, animateur et accompagnateur technique des initiatives pour la reconquête de la biodiversité en Bretagne. Et donc, on travaille grâce à notre conseil d'administration avec une grande partie des acteurs de l'environnement et de la biodiversité en Bretagne. Notre offre d'accompagnement, nous, on est là vraiment pour accompagner les porteurs de projets favorables à la biodiversité en Bretagne, pour atteindre cet objectif de reconquête de la biodiversité. Donc, à la fois sur un accompagnement collectif, donc de la conduite de travaux, de la communication et de la montée en compétences auprès des acteurs par des ateliers, des journées techniques, des formations, des rencontres. Et puis, on a aussi un accompagnement individuel plus poussé auprès des porteurs de projets vers un réseau de l'accompagnement, des expertises, des compétences sur le territoire, des ressources documentaires et aussi le nerf de la guerre un peu sur l'accompagnement auprès
on va dire, des bonnes sources de financement, les bons dispositifs financiers. Et puis, on s'est doté aussi depuis cette année d'un accompagnement beaucoup plus poussé sur des projets dits complexes, donc avec un accompagnement sur le financement, l'administratif et le juridique. Donc, tout cela, ça nous amène en fait aussi à cette nouvelle mission qui est portée par l'Agence bretonne de la biodiversité sur le déploiement des solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et donc là, je vais un peu vous présenter de quoi on parle, d'où elles viennent et quel est l'intérêt. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est dans un grand bouleversement climatique, donc un changement climatique présent et notamment en Bretagne, qui s'accentue. Et on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, après la canicule de cet été, la sécheresse hivernale qu'on est en train de traverser, les incendies, etc. Donc, on a des vulnérabilités importantes sur le territoire, à la fois sur les territoires urbains, sur les territoires littoraux, puisqu'on a un tiers du littoral métropolitain, et donc de fortes menaces liées à l'érosion et à la submersion marine. Et puis aussi des tensions qui s'accroissent sur les territoires intérieurs, notamment liées aux périodes de sécheresse, la forte activité agricole qu'on a sur notre territoire, et donc des conflits d'usage liés à la raréfaction de la ressource en eau qui tend ces prochaines décennies à venir sur notre territoire. Donc, pour revenir un peu plus sur le concept de solution fondée sur la nature, c'est un concept qui est assez récent, mais qui émane de discussions, d'échanges internationaux, en particulier avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, donc l'UICN, qui a en fait mis en place dès les années 2010 en fait vraiment la nature comme source de solution pour la société. Et donc après divers échanges, ils ont réussi à formaliser en fait ce concept au travers d'une définition que je vais vous présenter et en 2016 et d'un cadre méthodologique en 2020. Et avec ces éléments, en fait, on a pu mettre en place des leviers d'action sur les territoires, et c'est notamment en France le cas du Life Artisan que je vais vous présenter. Donc, de manière globale, les solutions fondées sur la nature, l'UICN les définit comme toutes les actions concrètes qui visent à protéger, à gérer de manière durable et à restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement des défis de société. L'UICN en a identifié 7 qui sont la préservation de la biodiversité, la ressource en eau, la sécurité alimentaire, la santé humaine, le développement économique, la gestion des risques naturels et l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Et donc, ces défis de société, ces actions qui sont mises en place, elles ont pour but d'assurer à la fois le bien-être humain et produire des bénéfices pour la biodiversité. Donc, il y a vraiment cette notion de co-bénéfice à la fois pour l'humanité et pour la biodiversité. Souvent, ce qui est annoncé derrière les solutions fondées sur la nature, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Alors, en fait, pas du tout. Ça mobilise des pratiques qui sont existantes, comme les solutions vertes, la restauration écologique, la nature en ville, toutes les techniques d'agroforesterie, agroécologie. Mais vraiment, ce qui est nouveau, c'est l'approche et notamment la réponse renforcée aux divers risques. Donc là, on a vraiment un effet locomotive derrière les solutions fondées sur la nature pour mieux prendre en compte toutes ces solutions qui sont aujourd'hui très bien connues sur nos territoires. Et nous, dans le cadre du Life Artisan, on a pris le parti de travailler spécifiquement sur l'action de l'atténuation au changement climatique et donc de renforcer vraiment ce volet-là dans les actions qui sont mises en place sur le territoire, de prendre en compte la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Donc, ces solutions, vous les connaissez, elles se déclinent sur l'ensemble des milieux. Si on prend le cas du milieu urbain, c'est toutes les actions de végétalisation, de désimperméabilisation pour réduire les îlots de chaleur urbains, par exemple, la gestion intégrée des eaux pluviales aussi pour réduire les effets des inondations face aux événements extrêmes et d'améliorer de manière générale le cadre de vie pour les habitants. Sur le littoral, c'est la restauration de cordons dunaires, la gestion intégrée ou la gestion souple du trait de côte aussi pour laisser en fait des zones tampons et donc préserver les biens et les personnes face aux risques de submersion et érosion. En milieu agricole, c'est toutes les techniques d'agroécologie, de diversification des cultures, comment on fait face à la sécheresse, on favorise l'infiltration de l'eau dans les sols.
En forêt, en Bretagne, c'était aussi pas forcément un enjeu très bien identifié, mais finalement, eh bien, on a bien vu l'été dernier qu'il y avait aussi des enjeux face au risque d'incendie, face aux sécheresses, face aux maladies, face aux différents pathogènes qui peuvent arriver sur nos forêts. Donc, nos forêts bretonnes aussi, on doit s'inscrire dans une démarche d'adaptation. Et puis, évidemment, sur les milieux aquatiques et humides, sur lesquels on travaille depuis longtemps, mais renforcer justement les enjeux de lutte contre les inondations, lutte contre les étiages, et puis favoriser bien, une reconnexion naturelle de nos milieux aquatiques et humides. Donc l'intérêt pour nous d'utiliser les solutions fondées sur la nature, derrière ça, c'est le décloisonnement de la protection de la nature et les résolutions de défis sociétaux. Là, on a vraiment cet enjeu de produire des co-bénéfices et répondre à plusieurs politiques à la fois. Donc, on est vraiment sur cet enjeu de transversalité. Et ça, c'est vraiment un enjeu très important dans les solutions fondées sur la nature. C'est l'enjeu de transversalité. On va inciter à agir et mobiliser des financements. Il y a derrière cet effet locomotive beaucoup de déploiement de dispositifs financiers, notamment européens, qui se mettent en place sur les projets européens et qui sont conditionnés à l'utilisation de solutions fondées sur la nature. Donc, on est vraiment aussi dans cette interface. On va répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux de biodiversité. Et puis, on est dans un cadre méthodologique qui garantit aussi la durabilité, notamment sur des actions qui sont dites sans regret, parce que des actions de végétalisation, des imperméabilisations, elles vont par exemple avoir des bénéfices, quelle que soit l'évolution du climat. Et ça, quand on travaille sur les questions d'adaptation, c'est hyper important, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a, en fonction de nos mesures d'atténuation, on a beaucoup d'incertitudes sur le futur et beaucoup de scénarios. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à n'importe quel scénario. Et donc, les solutions fondées sur la nature aussi, elles ont cet avantage de pouvoir répondre quand même à beaucoup plus de flexibilité que de l'ingénierie civile classique, qui sont conditionnés voilà, à un certain seuil, à un certain degré de température, d'élévation du niveau de la mer, etc. Et puis, on est aussi sur des coûts relativement faibles. Hein. Il y a plusieurs études qui le montrent. Et dans le cadre d'artisans aussi, ça va être l'intérêt aussi de montrer que économiquement, c'est des solutions qui sont viables économiquement et qu'elles sont beaucoup moins chères que de l'ingénierie civile classique qu'il nous faudrait pour atteindre des enjeux d'adaptation. Et puis, dernier volet qui est très important pour nous, c'est l'impulsion qu'on va mobiliser pour la biodiversité derrière ces solutions fondées sur la nature, puisqu'on a vraiment un changement de paradigme dans certains secteurs, je pense notamment à l'aménagement ou l'urbanisme, où la biodiversité jusqu'à présent était plutôt considérée comme une contrainte réglementaire. Là, on va vraiment avoir apporté cette biodiversité et la nature de manière générale comme une solution pour répondre aux défis de société, notamment l'adaptation. Au niveau du life intégré artisan, donc Josette en parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'artisanat, hein, c'est un acronyme sur accroître la résilience des territoires par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc c'est un gros projet européen de 16,7 millions d'euros, piloté par l'Office français de la biodiversité, 28 partenaires bénéficiaires associés et sur une longue durée, puisque on est sur une période de 2020 à 2027. Avec plus de 100 actions qui ont été identifiées. Et la particularité aussi, c'est qu'on agit à la fois en métropole et en outre-mer. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de créer les conditions d'une généralisation au SAFN en France et donc la mise en œuvre de 2 politiques, le plan biodiversité et le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, vous voyez, vous avez un peu les logos des partenaires ici. Et on a une petite particularité pour la Bretagne, c'est qu'on a une convention spécifique de partenariat entre la région Bretagne et l'Office français de la biodiversité pour mener cette mission de déploiement au niveau régional des SAFN. Le Life Artisan, c'est un projet qui est multi-échelle, donc avec 3 niveaux, une échelle nationale, une échelle régionale et une échelle locale. Donc, je vais vous présenter un peu ces 3 volets. Donc, au niveau de l'échelle nationale, l'idée, c'est d'agir pour lever les freins à la généralisation des SAFN. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la création de ressources, notamment en lien avec le centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, le CRAC,
la mise en œuvre d'un kit de communication à destination des élus qui arrivera normalement en fin d'année 2023. L'intégration des SAFN dans la planification territoriale, comment on intègre de manière plus efficace les SAFN dans les plans climat, dans les PLU, les PLUI. L'intégration des SAFN dans le référentiel normatif, donc dans les normes, les standards, donc la vision qu'on peut avoir à plus long terme sur les questions d'adaptation. On a également un travail qui est fait au national sur les modèles économiques et les financements, notamment en lien avec la CDC Biodiversité. Et puis, on va travailler aussi au niveau national sur les offres de formation initiale et continue. Donc, comment on apporte aussi les SAFN comme nouveaux moyens de mobilisation, d'intégration et de formation. Donc, par exemple, on travaille beaucoup avec le CNFPT actuellement pour renforcer l'intégration des SAFN dans leur offre de formation. Et puis, on a également un volet de création et d'animation au niveau national sur ces questions. Donc, a été mis en place 7 groupes de travail par milieu forestier, milieu agricole, milieu littoral, et également 2 forums par an qui permettent de travailler sur les questions liées par entrée thématique en fait, sur la forêt, etc. Et l'idée, c'est aussi de faciliter le dialogue entre les communautés scientifiques et les décideurs. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont faites à ce niveau-là. Au niveau régional, c'est comment on va agir au plus près des territoires. Donc, on est 14 animateurs et animatrices répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer. Donc, voilà, je vous ai mis les contacts parce que ça peut circuler bien au-delà de la Bretagne. Donc, on est 14 animateurs. Et notre objectif, c'est de créer ou renforcer des dynamiques existantes régionalement autour des SAFN, faire connaître aussi ce dispositif et ce concept et les multiples bénéfices qui sont y associés. Et puis, c'est aussi de la mobilisation et de l'accompagnement auprès des porteurs de projets. Donc, ce que nous, on fait notamment beaucoup auprès de à l'ABB, donc de renforcer cet accompagnement auprès des porteurs de projets. Donc, justement, nous, au niveau de l'échelle régionale avec l'agence, c'est qu'on va agir sur le décloisonnement. Donc, comme je vous le précisais, il y a vraiment cette question de transversalité derrière les SAFN. Donc, on va aller chercher en fait, des acteurs qui ne sont pas forcément très enclins avec les questions de biodiversité ou qui sont des acteurs très centrés sur le climat pour justement faire échanger ces 2 niveaux et donc agir à la fois sur l'adaptation et sur la biodiversité. On a tout un volet formation, donc monter en compétences sur les SAFN pour développer des nouveaux projets, des journées techniques, etc. L'orientation, donc comment on va aussi agir au niveau de la planification territoriale locale pour renforcer ces actions. La démarche d'accompagnement que je vous ai présentée, la démarche d'échange et donc de retour d'expérience, ce qu'on peut faire à travers des webinaires, des journées. Et puis aussi la mobilisation et en créant un peu une appétence autour du sujet au niveau régional. Et donc, je terminerai ma présentation par l'échelle locale et ça fera une très bonne transition avec la suite pour le site du NEAL. Donc, on a un programme démonstrateur aussi dans le cadre du programme artisan avec 10 sites pilotes qui ont été mis en place avec des indicateurs de suivi, des indicateurs d'évaluation pour vraiment servir de vitrine et de valorisation des SAFN sur le territoire. Donc, on a essayé de travailler sur sur l'ensemble des thématiques possibles. Donc, on a notamment la ville de Lille qui travaille plutôt sur l'entrée îlot de chaleur urbain et canicule. Donc, comment ils désimperméabilisent, ils végétalisent et renaturent des cours d'école. Les Mureaux, c'est plutôt sur la désartificialisation des sols urbains et la création d'îlots écologiques. Grand Lyon Métropole, aussi un pilote très intéressant, notamment sur les arbres de pluie. Donc, ils font sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc, ils ont développé notamment un livret technique sur les arbres de pluie que je vous invite fortement à aller consulter. C'est hyper intéressant. Et puis, on a sur les volets, notamment forestiers, le PNR des Pyrénées-Ariégeoises qui travaille plutôt sur la baisse de rendement forestier. Donc, comment, par une sélection d'essences forestières et d'une expérimentation, ils peuvent adapter leur territoire au changement climatique. Et puis, en Normandie, comment ils vont travailler aussi sur la baisse de rendement de fourrage et des prairies par notamment cette articulation et ce travail avec notamment les locagères.
Je vous passe le cas d'outre-mer qui sont assez particuliers sur les enjeux cyclones, notamment en Martinique. Et puis, on a 3 volets un peu plus orientés milieu aquatique et humide, notamment le syndicat de gestion de l'égoutier, qui travaille vraiment sur la restauration d'un marais périurbain et donc sur l'enjeu îlot de fraîcheur, enjeu gestion de la ressource en eau. On a le syndicat mixte des 4 vallées de la Brie aussi qui travaille sur vraiment un enjeu inondation et sécheresse auprès aussi d'une zone périurbaine avec des zones tampons humides qui sont créées. Et puis, on a donc le site pilote du NEAL. Je vais vous laisser Simon vous présenter. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions plus sur les SAFN, je pourrais y répondre. Et puis, je laisse la parole à Simon. Merci Antoine. Alors, attends, je vais partager mon écran du coup. Hop. C'est bon là? Ouais. Oui, c'est bon, Simon. Ouais, super. Du coup, alors on va pas présenter tout le NEAL, mais on a choisi de se concentrer sur un aspect de ce qui est fait sur le NEAL. Ça vous donnera un peu une idée, puis ça peut évoquer des questions. Donc, comme l'a dit Antoine, l'objectif des sites pilotes, c'est d'avoir un peu des vitrines, des zones de test, un peu de sa mise en place de sa SAFN et voir comment ça se passe. Et sur le NEAL, il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a des aspects sur justement les volets un peu biophysiques, mais il y a aussi un volet, on va dire, un peu plus social sur cette question-là, puisque dans les critères des SAFN, il y a plusieurs critères, mais il y en a un, c'est sur la question de la gouvernance. Comment est-ce qu'on s'assure que ces solutions, elles sont mises en œuvre de façon assez inclusive, on va dire. Et c'est c'est une des questions qu'on se pose notamment sur le NEAL. Donc le projet NEAL, en fait, il est né de la constatation d'un enjeu autour des faibles débits, des ASEC et des étiages, avec leur augmentation au cours du temps, avec un pourcentage important des masses d'eau classées en mauvais ou en très mauvais état sur le compartiment débit. Et donc, l'idée, c'était ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut effectivement agir sur les milieux aquatiques pour lutter contre l'augmentation ou l'intensification de ces basses eaux, de ces étiages, de ces ASEC et leurs effets négatifs. Le projet, en fait, il s'est fait de cette façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été, quand l'OFB a lancé l'appel d'offres pour chercher des sites pilotes, donc en fait, il y a un programme qui a été proposé, qui associait le Forum des marais atlantiques, la communauté de communes de Saint-Mère-Montauban et un partenaire universitaire, nous, Universitaire N2. L'idée, c'est voilà, d'avoir un peu une recherche partenariale sur plusieurs aspects, qui était à la fois de comprendre les usages, d'avoir un dialogue avec les usagers concernés par ces actions de restauration, d'identifier les secteurs primaires d'intervention pour essayer de les déployer de façon importante à l'échelle d'un territoire, et puis ensuite définir des itinéraires techniques et de travaux, le tout devant résulter dans la construction d'un programme d'action à déployer sur le territoire avec voilà, plusieurs types d'actions. Alors au début, pas mal centré sur les zones humides, et puis ça s'est progressivement un peu élargi, hein. Aussi les cours d'eau, aussi des actions qui peuvent avoir lieu sur le bassin versant. Ça, c'était le programme initial, donc a été un petit peu chamboulé, notamment par le Covid, hein, mais voilà, puisqu'on a commencé en janvier 2020, donc au bout de 3 mois, il y avait le premier confinement. Mais en tout cas, l'idée globale, elle reste la même si les dates sont un petit peu décalées. C'était que sur le volet biophysique de ces actions de restauration, il y ait un état initial qui soit réalisé, des travaux et un suivi après travaux pour voir les effets. Donc là, comme je vous l'ai dit, ça va se décaler un petit peu puisque les travaux n'ont pas encore commencé. Et puis sur le volet plus justement gouvernance, c'était de se dire est-ce que voilà, on va essayer de développer une phase où on va renforcer les diagnostics et puis avoir une phase de dialogue pour la mise en place de ces travaux, et on reviendra évaluer ça à la fin de la période. Et donc là, moi, je vais vous parler de ce qui a été fait justement sur le volet diagnostic renforcé et dialogue. Donc l'idée du diagnostic renforcé, l'idée sous-jacente, c'était de se dire, voilà, en lien avec cette question de la gouvernance plus inclusive, c'est de se dire, est-ce que la qualité du processus de décision, elle est améliorée si on a plus d'informations, si les diagnostics sont bien établis, plus précis, mieux partagés aussi. Donc concrètement, ça veut dire que ce qui a été réalisé, c'est des diagnostics qui n'avaient pas été encore tous réalisés sur le territoire, par exemple sur les questions de changement climatique, pour mieux informer
ce compartiment-là. Donc là, il y a des travaux qui ont été réalisés pour avoir plus de données adaptées à l'échelle de ce petit bassin versant. Avec, voilà, on a travaillé sur la question de l'augmentation des précipitations, leur baisse, comment ça se répartit dans le temps, sur les températures. Et l'idée de ce diagnostic, ce n'était pas seulement d'avoir ces graphiques-là, c'était aussi après de les utiliser comme un support de dialogue avec les différents acteurs du bassin versant. Pareil, dans la phase de diagnostic renforcé, il y a eu tout un volet qui a consisté à avoir un diagnostic des usages et de la façon dont les riverains et les usagers perçoivent, utilisent les zones humides, les zones cibles de ces actions de restauration. Donc l'idée, c'était de connaître les usages, de comprendre le rapport que les habitants entretiennent avec ces zones-là. Et puis aussi, voilà, lors de ces entretiens, c'était essayer de voir un petit peu comment ils se positionnent par rapport à ces actions de restauration. Donc là, typiquement, ça c'est un résultat du diagnostic foncier. On est allé voir quel était le type d'exploitation agricole. Ça nous a aussi permis ensuite de savoir qui allait rencontrer. Donc là, voilà, c'est la façon dont on a construit un peu l'échantillonnage. On a identifié des agriculteurs. Les agriculteurs, on les a sélectionnés en fonction du type d'agriculture, avec l'idée d'être représentatif d'une diversité présente sur le territoire. Donc c'est pour ça que le diagnostic, il était important, c'est d'aller voir un petit peu quel était l'ensemble des acteurs qui étaient présents dans leur diversité et d'essayer d'aller rencontrer cette diversité. Il n'y a également pas que des agriculteurs sur le bassin versant, même si l'occupation des sols est majoritairement agricole. Voilà, des riverains, des pêcheurs, des promeneurs. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur l'identification de ces usagers, de ces riverains. Ça, c'est par exemple les entretiens qui ont été faits avec les pêcheurs. Donc là, ça consiste à aller voilà, sur le terrain, rencontrer des pêcheurs et leur poser des questions sur voilà, leurs pratiques et la perception qu'ils ont des cours d'eau, des zones humides, etc. Et l'idée, c'est que cette phase de diagnostic, elle vienne en fait également participer à une phase de dialogue qui précède la définition des actions de restauration. Donc là, l'idée sous-jacente derrière, c'était est-ce que ça change quelque chose si justement on prend le temps de faire ces diagnostics renforcés et d'aller voir les individus et pas d'aller les voir en leur disant directement on va restaurer, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais de commencer par aller les voir en leur demandant déjà comment ils se positionnaient eux par rapport à cette question-là. Est-ce que pour eux, il y a un problème? Voilà, déjà d'essayer de comprendre leur rapport au territoire et aux problèmes qui, voilà, qui pour nous est un problème, mais déjà la question c'est de savoir est-ce que pour eux c'en est un. Donc là, en fait, on a utilisé la phase de diagnostic avec les enquêtes pour interroger ces usagers, ces riverains, en leur posant des questions. Encore une fois, l'idée, ce n'était pas de leur poser des questions. Ça, c'est la façon dont ont été structurés ces entretiens avec ces usagers, ces riverains. On ne leur a pas demandé, on leur a pas parlé au début de restauration pour leur dire est-ce que vous êtes d'accord. En fait, on est parti de, voilà, par exemple, ça c'est pour les agriculteurs, on les a fait parler sur voilà, quelle était leur pratique agricole, quel était leur rapport, est-ce qu'ils avaient aussi, voilà, de manière générale, quel type de culture ils ont, comment leur exploitation elle est organisée. Puis ensuite, on a été leur demander est-ce qu'ils avaient des pratiques particulières liées aux zones humides, qui étaient des zones pour nous d'intérêt en termes de restauration. Et puis ensuite, on leur a fait parler sur la ressource en eau, sur le changement climatique. Vous voyez, donc c'était vraiment essayer de comprendre d'abord leur point de vue avant d'arriver avec des solutions techniques. Donc il y a eu des entretiens individuels et puis il y a aussi eu des temps collectifs qu'on a essayé d'organiser, des temps d'information, des temps d'ateliers. On est aussi retourné voir les gens qui avaient été, pour lesquels on avait fait des entretiens pour voilà, pour leur présenter un peu les résultats, voir si du coup on pouvait passer à une étape un peu après, est-ce qu'ils seraient prêts à faire des actions sur leur territoire à eux, sur leur parcelle. Donc on a essayé là, pendant 2 ans de faire, 2-3 ans, de faire l'ensemble de ces actions-là. Par exemple, ce qui a été fait pour faire réagir les personnes, typiquement, quand on a fait les diagnostics climatiques, on leur a montré des projections. Ça, par exemple, c'est des travaux là, qu'on réalise notamment par les collègues en climatologie chez nous. C'est-à-dire qu'en gros, on a regardé dans le passé quel était le type de temps qui se présente sur le territoire. Donc là, sur les données historiques 1990-2020, on voit que sur le bassin versant du Néal, on a des types de temps qui sont des types de temps. Alors, c'est un pourcentage sur l'ensemble de la période. Donc, on regarde sur une année complète comment cette année elle est caractérisée. Et on voit que voilà, il y a 13% du temps où c'est un climat qu'on peut caractériser de breton, c'est-à-dire un climat tempéré avec des étés frais sans saison sèche, et que 90% du temps, 85% du temps, on a plutôt un climat de type charentais, c'est-à-dire un climat de type tempéré avec des étés frais et secs.
Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir donc les riverains, les usagers, puis on leur a présenté des projections. Donc voilà, des projections à différents horizons, 2050, 2100. Et puis on leur dit, voilà, regardez, par exemple, dans 2050, 2100, les modèles, ce qu'ils disent, c'est d'abord une diversification, puis l'apparition de climats qu'on ne connaît pas forcément, des climats de type méditerranéen ou mexicain. On a essayé différents aussi approches. On dit, par exemple, ça correspondrait au climat de La Rochelle ou au climat de Bordeaux. Voilà, des éléments de réaction pour avoir une discussion sur ces questions-là. Alors, à ce stade donc des 3 années sur lesquelles on a réalisé ça, de 3 ans, on voit d'abord que du point de vue des exploitants agricoles, on a une très bonne, une assez bonne appréciation des changements climatiques. C'est-à-dire que quand on leur pose des questions, avant même de leur avoir présenté des données factuelles, il y a plein de choses qui ressortent et qui sont très cohérents avec les éléments du diagnostic climatique. Par exemple, le fait que la quantité d'eau annuelle précipitée, elle ne change pas tant que ça. Par contre, c'est la répartition. Et là, c'est ce qu'on voit sur le graphique-là. Quand on regarde les périodes voilà, de recharge ou les périodes d'étiage, on a effectivement des tendances qui sont un peu différentes. Et ça, c'est des choses qui sont également observées par les agriculteurs. Deuxième élément qui ressort de toute cette phase-là, c'est que si la question des ASEC et même des à-coups hydrauliques, c'est-à-dire de ces événements un peu extrêmes, voilà, c'est des choses qui ressortent beaucoup dans les entretiens. Lors des entretiens, les agriculteurs n'ont pas, notamment les exploitants agricoles, ils n'ont pas mentionné de problème d'approvisionnement en eau. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient qu'il y a des changements, mais eux, dans leurs pratiques quotidiennes, dans leurs usages quotidiens, dans leurs pratiques professionnelles, il n'y a pas eu d'événements majeurs avec des ruptures d'alimentation voilà, importantes. Du coup, c'est vrai que ça, c'est un élément important parce que voilà, on sait que la motivation à agir ou à s'impliquer dans des changements, elle dépend aussi de la façon dont on est confronté ou non à des problèmes. Par rapport au cours d'eau et à la zone humide, ce qui ressort beaucoup des discussions, c'est que c'est surtout vu comme un objet réglementaire. Il n'y a pas une dimension affective ou un attachement très fort à ces objets. Pareil, quand on parle d'ES, c'est souvent, alors c'est du déclaratif, hein, évidemment, c'est souvent déclaré comme quelque chose qui est vu comme une contrainte. Et en gros, le discours que souvent ils portent, c'est de se dire pourquoi est-ce que nous, on viendrait porter une contrainte personnelle pour régler un problème qui est collectif. Évidemment, je caricature, hein, on pourra discuter plus en détail si vous avez des questions, mais j'avance un petit peu. Les autres enseignements, c'est qu'évidemment, en fonction des acteurs, il y a des perceptions ou des positionnements qui sont très différents. Alors, si vous parlez à des pêcheurs, évidemment, ils vont vous parler par rapport aux cours d'eau humides d'autres thématiques que celles des agriculteurs. Et même au sein d'un même groupe, quand on parle des exploitants agricoles, pareil, si on veut caricaturer un peu, il y a plein de positionnements possibles. Il y a des gens qui déclarent observer des changements, il y en a qui déclarent observer aucun changement, il y en a qui déclarent observer un changement puis qui se disent tout à fait prêts, mais qui sont déjà en train entre guillemets, de s'adapter. Et il y en a qui, au contraire, se disent plutôt on verra. Voilà. Donc il y a aussi la mise en lumière à travers ces entretiens d'une diversité au sein des acteurs, entre les acteurs et au sein d'un même groupe d'acteurs, avec des positionnements qui peuvent être contrastés entre les individus. Concrètement, la façon dont ça se passe pour la suite aussi, c'était que sur la base de ces entretiens et de ces enquêtes et du fait de retourner les voir, l'idée c'était d'identifier justement des leviers d'action en identifiant les personnes qui seraient les plus à même de commencer à mettre en œuvre des actions sur leur territoire. Donc en fait, on a établi une base de données sur les différents riverains rencontrés en fonction de leur positionnement par rapport à ces questions d'intervention. Donc par exemple, on a identifié ceux qui avaient déjà évoqué la possibilité de faire des choses voilà, qui semblaient plutôt proactifs, on va dire. Et puis à l'extrême opposé, on a des gens voilà, qui étaient très peu réceptifs, voire pas du tout, voire très opposés à toutes ces questions environnementales. Donc là, l'idée, c'est évidemment, en faisant très attention sur les aspects éthiques, hein, l'idée derrière ça, c'est justement de trouver des personnes avec lesquelles commencer à engager des actions de restauration. Autre élément d'enseignement, ça c'est quand on prend un petit peu de recul, l'exemple du NEAL, il est intéressant parce qu'en fait, on voit que, et on le sait hein, dans la littérature, que la capacité de mobiliser d'acteurs, elle est très dépendante du contexte. Et là, pour être honnête, dans l'exemple du NEAL, ce n'est pas un contexte, entre guillemets, très favorable. On sent que voilà, il n'y a pas un attachement affectif ou une forme d'appropriation très très forte des cours d'eau et des zones humides. Donc ça, c'est vrai que la mobilisation, elle n'est pas toujours évidente sur ce volet-là. Autre élément important,
que ça montre, c'est que voilà, on met toujours un peu des grands mots dans les restaurations, SAFN, on parle de co-construction, de concertation, etc. Et tout. Ce qu'on voit là, c'est que concrètement, déjà, il y a plein de façons d'établir des dialogues et que chaque façon peut avoir des avantages et des inconvénients. Par exemple, on a vu des choses qui ressortent dans les entretiens individuels, qui ne ressortent pas du tout dans les temps collectifs. Et les temps collectifs, ils apportent autre chose que les temps individuels. Donc c'est important également de bien avoir ça en tête parce que on ne peut pas forcément tout résoudre avec simplement je veux pas faire des ateliers collectifs, ça n'a rien de miraculeux, même si ça peut avoir des intérêts. Et puis, dernière chose, c'est que finalement, ce que ça souligne, bon, on le savait peut-être aussi déjà, mais voilà, ça le met encore plus en valeur, c'est la question du rôle des animateurs dans ce type de choses-là et du temps on leur laisse, le temps pour aller rencontrer les personnes, le temps de faire mûrir des solutions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui semble très, très important dans ce type de démarche-là, en tout cas pour développer ce type de solutions. Voilà, j'ai essayé d'être un peu synthétique et puis je crois que maintenant, il y a un temps de questions qui est prévu. Je n'ai pas mis mon micro. Ouais. Merci Simon et Antoine pour vos deux exposés très clairs et qui se complètent bien avec cette illustration sur le NEAL. Est-ce que là, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat? Est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez prendre la main, soit directement, soit avec le petit symbole en levant la main ou directement en ouvrant votre micro? N'hésitez pas. Moi, je me posais la question là. Oui, il y a déjà une question. Oui, pardon. Ah oui, Alain. Donc, oui. Oui. Du coup, Simon, la suite, vous la concevez comment? Parce que si je comprends bien la synthèse que tu as faite, en fait, on voit bien qu'il y a des disparités dans l'approche des citoyens sur le territoire vis-à-vis éventuellement d'un projet de restauration ou d'action. Donc, du coup, dans la suite de ce projet-là, vu les résultats que vous avez, ça va être quoi, en fin de compte, cette approche? L'idée pour la suite, c'est de... Alors, l'objectif, c'est évidemment d'essayer de déployer un maximum d'actions possibles, avec comme objectif de commencer par les gens qui sont les plus réceptifs. Et puis aussi, ce qui est ressorti de toutes les discussions et puis de tout ce travail-là, alors finalement, 2 ans, quand on faisait prendre du temps, c'est aussi le temps d'aller voir les gens, mais c'est aussi le temps de mûrir les actions. Et par exemple, il est ressorti ce qu'on n'avait pas imaginé au début, c'est aussi avoir des actions, peut-être d'autres actions qui n'avaient pas été imaginées, comme sur les zones urbaines. En tout cas, là, pour l'instant, ce qui va commencer aussi, c'est une action sur un terrain communal. Mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt, dans un premier temps, d'aller là où c'est le plus facile pour quand même avoir des choses. Simon, on ne t'entend plus. Moi, j'entends bien Simon. Donc, j'entends bien aussi Simon. Si vous entendez, ou si c'est nous. Si on entend bien Simon. Ouais, donc c'est ça, l'idée, c'est d'essayer d'en déployer un maximum parce que tu vois, si vraiment alors on veut pouvoir observer des effets, on se doute bien qu'il faut en avoir beaucoup, des actions. Et de toute façon, il n'y a pas de mystère, il faut aller là, commencer par là où c'est le plus facile. Continuer, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de commencer à avoir des actions en ciblant là où c'est le plus facile. Et puis ensuite, c'est espérer que il y a un petit effet d'entraînement qui se passe. Donc, il y aura en parallèle des actions qui vont se faire. Et il y aura aussi des temps, on va continuer à avoir des temps, donc là, c'est plutôt le FMA qui s'en occupe, des temps collectifs, tu vois, d'animation, peut-être auprès des scolaires, des visites, essayer de varier un peu les modalités pour que les actions commençant à se mettre en œuvre, emmener peut-être les gens voir les premiers travaux réalisés, pour espérer que ça enclenche quelque chose d'un petit peu, d'une dynamique un peu plus importante. Voilà. Et on en reparle dans 5 ans, quoi.
D'accord. Donc, et ça sera ma question. Après, je laisserai la parole, bien sûr. Donc là, vous allez essayer de suivre un peu l'évolution de l'état d'esprit des gens vis-à-vis d'actions, pas du tout Non, en fait, sur le volet là que j'ai présenté, là, entre guillemets, c'est fini, la partie études, tu D'accord. vois. Par contre, on va continuer à participer aux animations, etc. Tout. Par contre, et il est prévu à la fin, donc c'est 2027, la dernière année, il est prévu de refaire sur 6 mois un bilan justement de tous ces aspects-là, c'est-à-dire retourner enquêter et voir qu'est-ce qui a vraiment été réalisé, combien il y a d'actions qui ont été faites, combien de personnes ont été touchées. Est-ce que en espérant pouvoir retourner enquêter des personnes qui avaient été enquêtées au début pour voir si leur positionnement a un peu changé. Mais ça, c'est prévu à la fin. Là, non, là normalement, on est censé rentrer dans une phase plus d'action concrète, c'est-à-dire vraiment de définition des actions techniques avec les acteurs. Ça demande encore un peu de temps, évidemment, et puis la mise en œuvre des actions. Mais on va pas, ce volet-là, on ne va pas le suivre en continu. Très bien, merci. Ophélie Fauvert a une question, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonjour, merci. Allô. Donc, moi, j'avais une question là pour revenir sur la diversité des perceptions donc, entre les types d'acteurs et au sein des mêmes groupes. Sur voilà, le fait de voir le cours d'eau plutôt comme un objet réglementaire et l'absence un peu de lien affectif, je me demandais s'il y avait quand même, enfin, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est qu'il y ait une différence par groupe. Peut-être que les promeneurs ou les pêcheurs aient un lien affectif davantage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou pas trop? La pêche sur ces cours d'eau-là, on a ici. En fait, c'est ça qui est un peu particulier. Hein, mais enfin, pour la plupart des personnes que tu croises, nous on appelle ça des cours d'eau, mais c'est des fossés en fait. Hein, pour eux. Enfin, j'exagère un petit peu, tu vois, je caricature, mais en fait, il y a effectivement, tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'est que par exemple, si tu regardes chez les pêcheurs, effectivement, c'est pas la même chose. Parce que là, il y a quand même. Mais après, ce qui ressort, ça va être des questions liées un peu classiques sur l'entretien, mais tu as quand même des personnes qui sont, même des riverains, qui sont interrogés et pour qui, tu vois, la présence du cours d'eau, c'est pas quelque chose de très. L'objet est. Voilà, c'est pas très clair que c'est vraiment quelque chose qui est présent parce que tu es sur des relativement petits objets qui sont. Et puis, par exemple, les pêcheurs, tu vois, c'est des gens, beaucoup ont déclaré venir là une fois à l'ouverture, puis après ils repartent, ils ne reviennent jamais, quoi. Donc on n'est pas, ouais, c'est assez particulier quand même. Enfin, c'est toujours particulier, mais on est sur un contexte où le type d'objet et les pratiques sont pas très fortes en fait. C'est intéressant hein, pour le coup par rapport à d'autres exemples de la bibliographie ou de la littérature où tu as des exemples plus emblématiques d'une culture du fleuve qui se développe. On n'en est pas là pour l'instant. D'accord, oui, merci. Maxime Fouillet. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Justement, Oui. c'était pour rebondir sur cette discussion-là. Alors, peut-être que j'ai loupé l'info et je m'excuse si ça a déjà été dit, mais on est sur des cours d'eau qui ont beaucoup été recalibrés un peu, ou au moins curés, etc. Ou c'est ce que je suppose, hein, parce que je pense que c'est justement dans ces contextes-là où le rapport à la rivière s'estompe le plus vite, je pense. Oui, c'est pas des zones qui ont fait l'objet de plans d'action de remembrement, mais par contre, il y a eu beaucoup de recalibration de curage. Et d'ailleurs, quand on parle d'action sur ces cours d'eau-là, c'est des choses, voilà, c'est ça qui ressort souvent pour certaines personnes, intervenir ou faire quelque chose, c'est curer, hein, c'est clair. Donc c'est vraiment ce type de contexte-là. Hein, oui. Et en termes un peu de taille de cours d'eau, pour me rendre compte, on est sur en équivalent, alors je ne sais pas s'il faut parler en rang de Strahler, mais ça donne des cours d'eau quelle taille à peu près au plus gros, le Méal? Ça dépend si on parle de la zone, en fonction des zones où on est, mais là on est sur la tête de, enfin on est vraiment à l'amont, hein, donc en fait Ouais, on est sur les premiers rangs, ouais. Ça fait quelques dizaines de centimètres, quelques mètres de large parfois. Ouais. Moi, j'avais bossé sur l'assainissement agricole sur le bassin de l'Èvre, donc Pays de Loire, mais c'est pas très loin et c'est à peu près le même contexte quand même sur les Mauges par rapport à l'ouest de la Bretagne. Et on était à quasiment 100% des têtes de bassin qui avaient au moins pris un coup de pelleteuse, si ce n'est qui avaient disparu dans le fond. Et là, alors après, bon voilà, je partage du perso aussi, hein, mais là, moi, j'habite aujourd'hui dans le Limousin, qui est un territoire qui a été beaucoup moins
beaucoup moins refait à la pelleteuse au niveau du réseau hydrographique. Et il y a un rapport à la rivière que je trouve très, très différent par rapport à la zone de l'ouest de la France, Bretagne et Pays de Loire où j'ai grandi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Alors, ça n'explique sûrement pas tout, mais il y a une partie des choses qui se jouent là-dessus, je pense. Parce dans les deux cas, on est sur du socle granitique avec à peu près une densité de drainage qui est similaire, les cours d'eau qui prennent à peu près la même forme, un peu plus de pluviométrie en Limousin, mais quand même, il y a vraiment une différence dans la perception du paysage qui, à mon avis, découle de cette période-là en partie, quoi. Mélanie Oui, Ozette de la région. oui, bonjour. Je voulais savoir si des événements comme on a pu avoir cet été de sécheresse ou de sécheresse hivernale comme on a pu avoir cet hiver pourraient amener en fait les propriétaires et les exploitants à faire évoluer leurs sentiments par rapport justement aux services rendus par les cours d'eau et du coup les zones humides. La première chose, c'est que les entretiens les plus longs, ils ont été réalisés avant l'été 2022. Donc, c'est Florian qui a fait ces entretiens-là. Et quand il est retourné les voir, il est retourné en voir un certain nombre justement après l'été pour voir si ça avait changé. Et ça n'avait pas beaucoup changé. Alors après, c'est un peu particulier peut-être sur ces secteurs-là, c'est qu'ils n'ont pas eu une rupture d'alimentation en eau par rapport aux endroits où ils puisent l'eau voilà, pour leur bête notamment. Après, il y a aussi quelque chose, c'est faut aussi un peu se méfier, c'est qu'il y a une question un peu déclarative, c'est-à-dire qu'on va les voir et puis on leur demande. Donc après, ils nous disent bien ce qu'ils veulent nous dire. Mais c'est vrai que ça ressort comme ça. L'été 2022 a été marquant pour eux, mais on n'a pas vu, vraiment, il n'a pas senti, quand il est retourné les voir, un changement radical de positionnement par rapport à ça. Mais il faut aussi dire que voilà, pour l'instant, en tout cas, ceux qui ont été rencontrés, souvent quand on leur parle d'eau, de changement, etc., tout ce qu'ils voient, ce qu'ils imaginent, c'est plutôt des solutions techniques en fait, liées à je sais pas moi, aux dates de semis, au type de semences. Voilà, c'est plutôt, quand on parle de solutions, c'est plutôt vers ce type de solution-là c'est plutôt ce type de solution-là qu'ils annoncent ou qu'ils affichent ou qu'ils mentionnent que les autres. Pour l'instant, c'est pas. Ouais. Et je voudrais compléter la question par le fait que finalement, oui, est-ce que leur perception ou leur détachement finalement peut-être un peu à ces zones-là, est-ce que ça risque d'être un frein? Vous avez senti que ça allait être un frein pour l'action ou plutôt une indifférence et donc c'est pas forcément bloquant peut-être quoi. Ouais, c'est ça qu'on a essayé de dire à la fin, c'est que c'est plus complexe que ça. En fait, c'est pas. En fait, comme l'objet n'est pas crucial pour eux, c'est à la fois ça peut sembler être un frein parce que du coup, il n'y a pas une motivation particulière. Mais en même temps, voilà, quand on refait le bilan, il y en a quand même toute une série de personnes qui ne sont pas du tout hostiles à des actions. Voilà, c'est pas. Donc, ouais, c'est un peu ça que j'essayais de dire en disant, voilà, il y a un peu ce gradient-là. Faut pas le voir. Enfin, on imagine que c'est plus facile de mobiliser les gens quand il y a voilà, ces formes d'attachement, de reconnaissance, mais en même temps, le fait que ça ne soit pas si fort que ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une opposition majeure à faire quoi que ce soit. L'opposition, quand elle est annoncée, ou le fait de ne pas être très, très voilà, partant pour ça, c'est beaucoup lié voilà, à la contrainte. Ça vient de personnes aussi qui ont parfois eu des problèmes sur la question du respect de la réglementation. Donc, en fait, ça se joue parfois ailleurs que juste sur le rapport affectif ou le rapport au territoire. Il n'y a pas que ça qui compte, hein, évidemment. Mmh. Il n'y a pas de réaction dans le chat, donc n'hésitez pas à intervenir ou poser à Maxime qui souhaite reposer une question. J'en profite du coup, hein, parce qu'on a un peu de temps, mais parce qu'en fait, ça fait aussi écho à un autre volet, alors pas une autre manière d'approcher. Pardon, parlez bien dans le micro. Pardon, vous m'entendez mal, non? Ah, ça y est, là, c'est bon. Ouais. Je disais, ça fait écho à autre chose qui est une autre manière d'approcher les perceptions des milieux par la population, qui est de s'intéresser à la couverture médiatique. Et alors, du coup, je suis en train en collaboration avec le Centre de ressources milieux humides là, de l'OFB, de bosser sur ce sujet,
sur la couverture médiatique des zones humides de en gros 1950 à 2020, à la fois dans la presse écrite et dans l'audiovisuel, donc télévision, radio. Et il y a des choses intéressantes qui ressortent, et notamment la Bretagne ressort sur certains aspects très nettement dans la couverture médiatique, parce que c'est vraiment le territoire en France qui a le plus parlé d'inventaire de zones humides dans les années 2010, 2011, 2012 dans la presse. Et du coup, bon, je me dis, voilà, je pense à vous faire suivre le rapport quand on le publiera en fin d'année, parce que peut-être que ça pourra vous donner des idées aussi pour compléter un peu le diagnostic a posteriori. Parce que ça, on peut le faire a posteriori, on n'est pas obligé de faire la collecte sur le moment, pour peut-être déceler aussi des trucs, notamment dans l'après-travaux, la manière dont tous ces travaux sont traités par la presse. Est-ce que c'est un traitement très technique qui montre que les journalistes ne s'approprient pas trop le fond? Est-ce que c'est plutôt polémique? Est-ce que tout ça, ça donnera peut-être des pistes. Merci. Vous m'entendez, je parle pour Joseph. Est-ce que du coup, Antoine, tu sais si par rapport aux autres sites artisans qui sont dans les mêmes démarches, il y a un parallèle qui est fait, il y a des dialogues qui sont faits où là, bon, on voit que ça a été perturbé par le Covid et tout ça, mais quels sont les temps d'échange prévus avec les sites qui sont dans des démarches peut-être un peu similaires ou sur des problématiques étudiées un peu similaires? Alors, sur les 10 sites pilotes, il n'y a vraiment que le NEAL qui a cette approche très SHS, en fait, vraiment orientée. Après, je sais que Lyon, par exemple, sur la question des aires de pluie, ils ont vraiment aussi un enjeu pédagogique, d'acceptation, etc., avec les citoyens. Et voilà, il y a des vrais enjeux de pédagogie. Mais dans le cadre des sites démonstrateurs, il n'y a vraiment que le site du NEAL qui a cette particularité vraiment d'avoir cette approche-là très SHS en fait finalement. Donc, ouais, c'est assez intéressant en tout cas, même sur la méthodologie derrière, comme le disait Simon dans sa présentation, sur les critères qu'on met derrière les solutions fondées sur la nature. Il y a vraiment cette question de gouvernance et cette approche aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant en tout cas à valoriser par la suite sur la démarche en montrant voilà, les opportunités, mais aussi les limites de ce genre d'exercice. Et pour compléter la réponse à Romain, je ne sais pas si c'était ça aussi, c'est que normalement, il y a aussi des actions intersites, des rencontres intersites qui sont prévues à l'échelle nationale. Alors c'est vrai que comme tu dis, là pour l'instant, le Covid ne nous a quand même pas trop aidé parce que lancer un truc, un projet à je ne sais pas combien à 30 partenaires en période de Covid, ça a été quand même assez complexe. Donc pour l'instant, il y a des groupes thématiques qui sont trans-sites, qui sont à l'échelle de l'ensemble de la France, avec, tu vois, par exemple, un groupe eau, un groupe agriculture, un groupe des choses comme ça. Et puis, à terme, l'idée, c'est d'avoir un peu ces échanges entre les sites, justement, pour avoir un peu des regards, des éléments de comparaison. Donc là, tous les sites, tous les groupes n'ont pas pu encore vraiment commencer à travailler. Puis je pense que tout le monde était un peu... c'était, ouais, je sais pas, je vois pour nous, déjà, d'arriver à gérer ce qu'on voulait faire sur le site, c'était pas facile. Alors, je pense que ça n'a pas encore pris, mais à terme, l'idée aussi, c'est déjà dans les 8 années, c'est d'avoir ces retours et ces échanges. Donc, je pense que ça va s'intensifier un peu au cours du temps, quoi. Okay. Vincent, souhaitait poser une question, Vincent Dubreuil? Oui, bonjour Vincent. Oui, bonjour, merci. C'est une question plus générale que je me pose. En fait, je crois qu'Antoine l'a dit au début, par rapport au changement climatique, les solutions fondées sur la nature, il y a aussi beaucoup de co-bénéfices. Tu l'as expliqué, il n'y a pas que l'enjeu changement climatique. Mais on sait aussi qu'il y a des effets de seuil. Et on sait par exemple dans le dernier rapport du GIEC qu'au-delà de 2 degrés, la plupart des solutions d'adaptation, en fait, elles risquent d'être non opérantes, on va dire comme ça. Donc, est-ce que c'est des choses en fonction, et en plus, l'intérêt du life artisan, c'est que vous avez en fait des contextes très, très différents. Donc, est-ce qu'il y a un regard, comment dire, à la fois comparatif et critique par rapport à ces effets de seuil de ces solutions, par rapport au changement climatique?
Et puis, une question que je me pose, mais sûrement que Simon me l'a déjà dit, mais je vais la reposer. Sur le NEAL, on a travaillé avec des scénarios, des horizons temporels assez classiques. C'est les mêmes choix qui sont faits sur les autres sites ou pas? Du coup, Vincent, pour répondre à ta question, c'est vrai que nous, là, je ne l'ai pas mis dans cette slide, mais dans ma présentation, mais dans toutes mes présentations que je fais sur les SAFN, j'ai vraiment les deux volets atténuation et adaptation. Et je précise bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix que travailler sur l'atténuation, donc sur éviter l'ingérable, parce qu'effectivement, oui, on va être dans des situations très complexes dans le climat futur. Donc, il faut encore mettre des efforts sur l'atténuation, mais qu'aujourd'hui, on le voit dès à présent, en fait, les impacts du changement climatique qui sont déjà là. Et donc, il faut qu'on lutte aussi il faut qu'on mette aussi les moyens nécessaires sur les enjeux d'adaptation. Donc, effectivement, oui, si on part sur la végétalisation, voilà, avec sur du plus 4 degrés, plus 6 degrés, plus je ne sais pas combien, effectivement, oui, il y aura ces limites. Et donc, c'est pour ça que nous, à chaque fois, dans le Life Artisan, on reprécise, on a pris le parti pris de travailler sur l'adaptation, mais on reprécise à chaque fois que ça ne se fera que en articulant avec aussi des ambitions très fortes sur nos mesures d'atténuation. Donc, effectivement, on a bien en tête, sur cette notion du dernier rapport du GIEC sur les limites des solutions fondées sur la nature, parce que voilà, on sait très bien les conséquences du changement climatique sur la résilience de la nature, sur la résilience des écosystèmes. Et donc, effectivement, on est tous dans le même bateau. Donc, il est très important de rappeler ces deux volets, effectivement. Mais on en a bien conscience. Ouais. Mais enfin, je te rejoins complètement. Je pense qu'il ne faut pas effectivement opposer les actions d'atténuation et adaptation. Ma question est plus sur les effets de seuil, parce que je pense que c'est la non-opérabilité des solutions d'adaptation risque d'être assez différente selon les types de milieux et selon les types de solutions fondées sur la nature, tu vois. Et je pense que l'enjeu, il est là, c'est de voir en fonction de tel contexte, qu'est-ce qui peut être opérant jusqu'à quel seuil, et après, au-delà duquel, il faut penser peut-être autre chose. Ouais. Là, c'est un vrai enjeu, et c'est des questions qu'on se pose à tous les niveaux. C'est ça, d'où l'importance de travailler notamment avec le secteur de la recherche, effectivement, parce qu'on a peu de recul et peu de… Ce qui n'est pas évident sur le Life Artisan, c'est que c'est pas un programme de recherche, quoi. Donc en fait, là, ce que je présente, c'est microscopique à l'échelle des choses. Et d'ailleurs, il n'y a pas des gros volumes. Donc voilà, par exemple, typiquement, ce volet-là, il s'arrête. Et tu vois, par exemple, tu parlais des scénarios. Je ne suis même pas sûr que sur les autres sites, ils ont fait des réflexions en se projetant sur des scénarios. Je crois même que de mémoire, il y a des équipes, entre guillemets, scientifiques intégrées comme bénéficiaires associés. Il n'y en a pas sur tous les sites, quoi. C'est-à-dire que tu as des sites, en fait, c'est de la mise en action avec des indicateurs, mais toi, au niveau de l'évaluation, je ne pense pas qu'on soit capable… En tout cas, si on se limite juste à artisan comme c'est construit là, on ne sera pas capable de répondre à ces questions. Je ne pense pas que collectivement, on soit capable de répondre à ces questions-là. Après, il y avait un peu l'espoir qu'en ayant un peu ça, il y a un petit effet d'entraînement sur les sites. Peut-être que toi, il y a un peu de recherche qui émerge de ça. Mais bon, à voir. Mais il y aura peut-être aussi des données en dehors de Life Artisan qui pourront être aussi… Oui, c'est ça. On peut espérer qu'il y ait des choses qui se créent un peu au niveau des sites et puis que ça vienne se combiner, mais c'est vrai que c'est vraiment pas conçu comme un programme de recherche, qui est un peu dommage, mais bon, ça c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais je pense qu'au-delà des horizons temporels, il y a aussi des typologies de climat là, que tu as présentées sur une diapo, qui sont, je crois, issues de travaux scientifiques aussi, qui est quelque chose d'un peu normé. Donc, du coup, ça peut être intéressant effectivement, ça pourrait être intéressant que d'autres sites s'appuient sur ces catégorisations-là pour pouvoir évaluer. Et est-ce que du coup, les outils d'entretien, le guide d'entretien que vous avez fait pourra être mis à disposition ou peut-être avec aussi, en sachant qu'il est peut-être aussi très spécifique au public que vous aviez, mais je pense qu'il y a beaucoup de transposabilité
par rapport au secteur que vous avez, par rapport à d'autres secteurs d'Ille-et-Vilaine ou de Bretagne, quoi. De toute façon, on va faire un rapport, hein, et après, ça sera public, soit sur le site artisan, enfin, on pourra le faire passer via le CRESEB, etc. Tout. Il faut juste qu'on arrive à prendre le temps pour le mettre bien, mais il y aura un rapport qui va être fait avec ces éléments-là, avec les éléments méthodologiques qu'il y a derrière, avec les annexes, etc. Oui, ça va être mis à disposition. On est en train d'être dessus, là. Oui. J'espère avant l'été. Voilà. Normalement, c'est l'objectif, mon horizon qui me semble très lointain, mais qui ne l'est pas, en fait, c'est avant l'été. Non, mais parce que je pense que c'est intéressant, hein, pour d'autres territoires qui, voilà, il y a aussi une méthode derrière qui est robuste, que vous avez mis en place, quoi. Donc, je pense que Ah oui, après, bon, encore une fois, c'est pas un programme de recherche. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura le rapport là, etc. Nous, on aimerait bien aussi le valoriser et puis produire d'autres choses qui soient, pour le coup, qui donnent aussi accès à d'autres références. Parce que là, nous, ce qu'on a fait, c'est, d'un point de vue scientifique, c'est pas non plus, enfin, tu vois, c'est une petite étude, entre guillemets, mais justement, mettre à disponibilité de la bibliographie des ressources autres, d'autres contextes. Je pense que ça, c'est des choses qu'on va faire, qu'on va essayer de faire dans les rapports en renvoyant sur d'autres études, quoi. Il y a déjà des choses qui ont été faites ailleurs sur ces questions-là. J'avais une petite question de curiosité. Comment s'est fait le choix du site? Est-ce que c'est un concours de circonstances de collaboration qui était déjà engagé, ou c'était pas le site en lui-même qui a été choisi parmi d'autres? C'était aussi un contexte de collaboration entre… Il faudrait demander à Armel, je pense celle qui connaît le mieux l'histoire, parce que en fait, c'est à l'origine, donc l'OFB, quand il a rédigé sa réponse pour le faire à live, quoi, pour filmer le live, ils ont fait un appel à candidature de site national, quoi. Ils l'ont envoyé à tout le monde. Et à Armel, via tout le travail que faisait le FMA sur les restaurations de zones humides, il se posait ces questions-là justement, de comment intervenir en zone humide avec les enjeux fonciers, voilà, avec ces questions d'usage, etc. Donc après, comment est-ce quelle était l'interaction et comment le site s'est fait? J'avoue que je ne vais pas le dire là parce que je vais dire une bêtise, mais oui. Voilà. Ouais, pardon, Oriana juste sait, une petite information, oui, c'était un peu je sais que le sage de Rance Frémur et Beth Vossé, il avait déjà travaillé notamment avec des problématiques d'étiage, et il y avait un rapport qui avait été réalisé sur tout le CT, sur ces contrats territoriaux, et il y a notamment le NEAL qui avait ressorti comme un territoire d'enjeu étiage. Et voilà, par le fait que Armel, elle travaille avec différentes techniciens et qu'elle avait une vision assez globale des problématiques en Bretagne, elle a pu avoir cette conversation avec le sage. Ça, c'est un peu défini par ça. Entre autres, je n'ai pas tous les détails. Merci, Oriana. Oui, c'était une petite curiosité. Bon, mais je vois qu'on arrive à 15 heures passées, donc moi, je voulais dire que là aussi, voilà, on était dans la phase amont du projet et que, en fonction de l'avancée du projet, c'est vrai que s'il y a des actions mises en œuvre, et notamment avec Antoine Miaga qui suit ça au niveau de la communauté de communes, peut-être qu'on aura un nouveau rendez-vous, hein, dans un an ou deux, hein, voilà, pour voir la suite, et ce serait tout à fait intéressant. Donc, merci beaucoup, hein, à vous, donc Antoine et Simon, déjà pour vos présentations, et à tous les participants d'avoir suivi et participé à ce webinaire. Voilà, il sera mis en ligne prochainement, hein, sur le site du CRESEB avec l'ensemble des supports et puis d'autres ressources, vers lesquelles on peut vous rediriger. Juste pour vous annoncer que le prochain webinaire, il aura lieu le vendredi 5 mai sur normalement le projet CPES Interreg. Donc, c'est un projet de recherche-action qui vise à améliorer la qualité de l'eau par la mise en œuvre de paiements pour services environnementaux, avec un zoom plus particulier sur le site du lac Auduc à Ploërmel.
Donc, voilà, c'est le mois de mai. Et au mois de juin, le 9 juin, on retrouvera un peu les mêmes thèmes puisque c'est sur la restauration écologique des berges dans le cadre d'un volet développé dans le projet Berceau, où on a déjà eu d'autres webinaires, mais là, ce sera spécifiquement avec Yvan Bernays et ses collègues sur les répicides. Merci à tous et puis joyeuse Pâques. Et à bientôt alors.